Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité avec Factuel.media. Alors aujourd'hui, au sommaire, on va vous parler d'assimilation, d'intégration, de conversion et on va en étudier les bienfaits, les pièges, les tabous, les interdits avec l'auteur d'un livre très intéressant, Le jour où je me suis converti chez Plomb. Elle s'appelle Claire Koss. Je lui demanderai si je prononce bien son nom, K-O-C cédille. Mais je dis bonjour à mon complice également, Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Bonjour mon cher Stéphane. Donc je le disais, nous accueillons Claire Koss, auteur du livre Le jour où je me suis converti. Bonjour Claire Koss. Faut-il prononcer Claire Koss ou Claire Coq? C'est la première question, vous voyez qu'elle est d'une grande ampleur. Mais je vous remercie de la poser parce que en français, en bon français, ce serait Claire Koss, puisqu'il y a une cédille. Mais Claire Coq, ça ne me dérange pas non plus, ça évoque le coq gaulois. Vous allez voir que la référence au coq gaulois n'est pas tout à fait fortuite. Claire, en revanche, ce n'est pas votre prénom de naissance. Absolument. Mon prénom de naissance, c'est Chidem, ce qui veut dire crocus en français, c'est une fleur. Du printemps. Du printemps. Et Claire, c'est le prénom que j'ai choisi quand j'ai été naturalisée. Eh bien, bonjour Claire, bonjour Razika Nani, vous êtes philosophe, islamologue et vous allez accompagner cette discussion tout d'abord autour de ce livre dont j'aimerais détailler le récit parce qu'il est très original. Ce livre est atypique, c'est celui où vous racontez votre conversion au catholicisme, la décision de vous faire baptiser et tout ce qui en a découlé, car vous êtes d'un milieu turc, me semble-t-il, hein, d'origine turque, et ça n'a pas été très simple. Vous racontiez ça déjà dans votre précédent ouvrage et on va y revenir. Ça me paraissait important de parler de façon très concrète d'intégration, d'assimilation, même, je dirais, loin du discours victimaire. Vous avez décidé de devenir française, c'est-à-dire d'en épouser la culture, la mentalité, l'histoire et même la religion, j'allais dire, majoritaire, si tant est qu'elle soit encore majoritaire. Et on va le voir, ça n'a pas été simple du tout. D'abord, dites-nous un mot sur vos origines pour que les gens comprennent d'où vous venez, d'où votre famille vient. Alors, juste pour recontextualiser avant de répondre à votre question, moi je dis pas que je suis un exemple à suivre et que tout le monde doit faire comme moi, évidemment. Là, c'est mon histoire personnelle. C'était dans ma quête personnelle, dans mon accomplissement personnel. Je voulais devenir française et en plus, je voulais me convertir au catholicisme. Alors, pour revenir à ma famille, je suis issue d'une famille de bergers anatoliens. Ouais. Arrivée en France dans les années 80, je suis arrivée à l'âge d'1 an. Et ma famille était de confession alévi. Elle est de confession alévi. C'est une minorité religieuse en Turquie. C'est la deuxième croyance en Turquie. On connaît mal la religion alévi. Ils ont une pratique différente de l'islam dans ma famille. C'est une branche dissidente de l'islam, on va dire. Enfin, une branche de l'islam. Voilà, c'est une pratique différente de cette foi. Moi, j'ai pas reçu d'éducation religieuse à proprement parler. Le soir, ma maman, ce que je voyais à la maison, c'était le jeudi soir, ma maman allumait des cierges au moment du coucher du soleil et elle priait le soleil pour demander la protection de ses enfants et de sa famille. Et sinon, voilà, j'ai pas eu d'éducation religieuse à proprement parler. Et c'est en cela que je dis qu'en fait, la foi chrétienne est ma première foi. Ouais. Alors, c'est très intéressant. C'est le début de votre livre. On est convié à votre baptême. Et vous avez choisi d'être baptisé aux Seychelles. Ça aussi, c'est pas commun. Dans une France aux 50 000 clochers, vous n'en aviez pas trouvé un qui vous convienne. Alors, je les ai pas toutes faites, évidemment, mais c'est vraiment le hasard dans le sens où j'avais entamé mon catéchuménat, évidemment. Ouais. Et en fait, après, je suis partie en vacances. Ouais. Aux Seychelles, en famille, avec mon mari et mon fils. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. On a été confinés, si je puis dire, au paradis. Ouais. Voilà, incroyable. Confiné aux Seychelles, c'est assez peu commun aussi. Faites rien comme les autres, non, Claire, j'ai l'impression. Et en fait, un avion a été apprêté pour que l'on puisse rentrer plus tôt. Notre séjour a été écourté. Mais avant de partir, comme tout était à l'arrêt en France, les baptêmes, etc., les cours de catéchuménat, l'initiation au christianisme dans beaucoup d'églises, presque toutes j'imagine, étaient à l'arrêt. En fait, pendant nos vacances, je passais régulièrement devant une paroisse. Et un jour,
j'ai pris mon courage à deux mains, je suis entrée dans la paroisse et je n'avais jamais vu ça, une ferveur incroyable. Les personnes étaient endimanchées, il y avait de la joie, ça chantait, il y avait des enfants qui couraient partout. Et je me suis dit, allez, faut y aller. Je suis allée voir le curé à la fin de la messe et je lui ai demandé s'il voulait bien me donner le baptême, puisque j'avais déjà entamé mon. Et ça n'a pas été simple. Mais alors, absolument. Mais juste avant, donc le curé, le père Martial, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est pas son vrai nom, bien sûr, me demande de revenir 2 jours plus tard. Et 2 jours plus tard, nous, on devait rentrer. Donc, très vite le matin, avant de prendre l'avion, on s'est précipité avec mon mari et mon fils dans les bras. Je me présente au curé et il me dit « Où est l'enfant ?» Et là, une émotion qui me prend. Je lui dis l'enfant, c'est moi. Il ouvre grand ses mains, il dit venez mon enfant, et il me donne le baptême. Voilà, incroyable. Vous êtes donc baptisé à l'âge de 36 ans. Vous avez ressenti, vous dites, une émotion incroyable, ce qui est assez rare, hein, puisque la plupart des catholiques sont baptisés à la naissance. Donc vous pouvez nous raconter ce qu'a été cette cérémonie pour vous. Écoutez, c'était merveilleux. Déjà le lieu en lui-même. Sur cette plage de sable blanc face à ce ciel cérulien, vraiment je crois que c'était important pour moi de préciser aussi la couleur du ciel. Je sais pas si j'y voyais un signe particulier, mais tout était à ce moment-là magnifié pour moi, tout ce ciel marial. En fait, je me suis sentie appartenir vraiment à la communauté ça, catholique. Vous l'expliquez très bien. Voilà. Mais c'est l'aboutissement d'un chemin qui est très personnel, hein. C'est celui de l'adhésion donc à une communauté nouvelle. Vous êtes né en France, vous d'ailleurs? Non, je suis arrivée à l'âge d'1 an. Vous êtes arrivé à l'âge d'1 an. Donc vous avez donc choisi d'adhérer à cette communauté nationale et vous écrivez: en me convertissant au catholicisme, j'étais persuadé de m'extraire d'une certaine minorité pour entrer dans la norme. C'est ce que je pensais absolument. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. J'ai l'impression aujourd'hui qu'en France, être catholique, c'est mal. Tout comme être français, c'est mal. Je ne sais pas pourquoi, qui a décrété ça, mais vous voyez, lorsque j'ai été lorsque je me suis convertie, lorsque j'ai reçu le baptême, donc après, il y a eu le déconfinement et avec, comme beaucoup de Français, j'imagine, on a eu le besoin, l'envie de se retrouver, de discuter, de nous confier sur nos vies personnelles et raconter ce qui s'est passé pendant tout ce confinement. Et en fait, je me suis confiée un peu sur cette vie qui est très intime. La foi, c'est quelque chose de très intime. J'en parle presque jamais dans la vie personnelle. Et j'en ai parlé à une amie et qui m'a dit tout de suite, c'est une très mauvaise idée. De t'être converti. Comme si c'était quelque chose qu'on avait eu l'idée comme ça, comme quand on aurait envie d'acheter une robe. Et ça m'a assez refroidi, même j'étais surprise, je m'attendais pas du tout à cette réflexion. Et puis je lui ai dit, pour décoincer un peu la situation, je lui ai dit, et si je m'étais convertie au bouddhisme, t'aurais trouvé ça cool? Et elle m'a dit oui, mais un oui glacial. Donc, voilà. Oui, le catholicisme, curieusement, n'a pas toujours très bonne presse en France. C'est quand même assez incroyable, puisque c'est la religion, on va dire, historique de la France, depuis plus de 1500 ans. Et vous dites, d'ailleurs, c'est amusant, vous dites, vous pensiez donc vous extraire d'une certaine minorité pour rentrer dans la norme, et vous dites, j'avais tort sur toute la ligne, car le catholicisme est devenu une croyance minoritaire, et en plus, les églises sont vides. Oui, en tout cas, elle se vide. Moi, je n'ai pas fait toutes les églises, évidemment, mais quand j'allais, je faisais mon catéchuménat, ou quand j'entrais dans les églises qui étaient sur mon chemin, puisque j'avais pris cette habitude d'aller allumer un cierge, et comme les portes sont grandes ouvertes, c'est un symbole, un signe très fort d'accueil, eh bien, je voyais qu'il y avait très peu de personnes. Et des personnes souvent âgées d'ailleurs. Oui, des personnes âgées, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait que lorsqu'on parle du christianisme, c'est toujours sous un prisme négatif. Et puis, dans mon livre, je cite par exemple le mouvement CCBF, qui est la Conférence catholique des baptisés francophones, qui a publié une enquête en mars 2023 et dans laquelle elle révèle que le sentiment d'appartenance au catholicisme est passé de 89% en 1960 à 39% chez les sondés en 63 ans. C'est très intéressant. Je vous propose qu'on continue à parler donc d'assimilation, de conversion, d'intégration avec vous et avec notre autre invité, Razika Adnani, qui est avec nous et qui va prolonger la discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h.
De retour dans l'heure libre, je suis toujours avec Jean-Marie Bordry et nous retrouvons Claire Cosse, auteur du livre Le jour où je me suis converti aux éditions Plomb. Avec nous également Razika Adnani, philosophe, islamologue. Alors Claire, vous nous racontez votre baptême, c'est l'objet de votre livre, à l'âge de 36 ans, vos espoirs de rejoindre une communauté tout entière et en fait vous êtes rendu compte qu'être catholique quand on est d'origine turque, c'est pas si facile et être catholique d'une manière générale, ce n'est plus si simple non plus. Il y a beaucoup d'églises vides. Ce n'est plus exactement la religion majoritaire que vous pensiez rejoindre. En tout cas, dans les réactions que j'ai observé, que je soulève, que je rapporte dans mon livre et voilà ce que j'ai vécu absolument, mais je dirais même plus loin, être français et catholique aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Ah oui, c'est compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, depuis la nuit des temps, l'humain a besoin de croire en quelque chose, en Dieu, en des pierres énergétiques, en son café le matin, dans son journal. D'autres croient à d'autres croyances, les nouvelles normes de croyances, le chamanisme, etc. Et moi, je me rends compte que quand la question se pose sur le christianisme, du christianisme, ça, c'est épidermique. En tout cas, j'avais personne que j'avais en face de moi. Et c'était en plus des amis, si je puis dire, de françaises de longue date, de souche. C'est-à-dire que je vous ai parlé de ma première amie qui m'a dit que c'était une mauvaise idée. Qui aurait préféré que vous vous convertissiez au bouddhisme. Absolument. Elle trouvait ça plus cool. Voilà. Comme vous le racontez. Et la seconde, pareil, elle me raconte ce qu'elle avait fait pendant le confinement, etc. Et qu'elle s'était découverte une passion pour les pierres énergisantes. Donc elle me raconte que chaque pierre apporte quelque chose. Alors moi, je ne suis pas dans le jugement. Je suis ouverte je suis pour l'épanouissement de tout le monde. Voilà. Et en revanche, quand moi, pour rire, je lui dis, moi j'ai choisi Saint-Pierre. Moi, j'ai découvert Saint-Pierre pendant le confinement. Alors là, tout de suite, pareil, elle a eu c'est braqué. Même un rejet physique, quoi. Et je me suis dit, c'est incroyable. Mais vous allez jusqu'à dire que, de même qu'il existe un antisémitisme rampant, de plus en plus visible, il y a une christianophobie assumée et décomplexée. Ah oui, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est assez troublant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Henri d'Anselme, le héros au sac à dos. Lorsqu'il a sauvé ses enfants de cet acte terroriste. On peut le rappeler, c'était à Annecy, dans un jardin d'enfants, un homme qui avait commencé à poignarder des gosses. Voilà, et il s'est interposé avec son sac à dos. Et ensuite, lorsqu'il a commencé à parler de sa foi chrétienne, mais tout de suite, il a eu le droit soit d'être taxé d'illuminé, au mieux, et au pire d'intégriste. Donc c'est vraiment les deux choix possibles. C'est assez terrible dans cette société qui se dit progressiste, moderne. Eh bien, lorsque vous ne correspondez pas aux nouvelles normes de croyance, par exemple l'ésotérisme, la sorcellerie 2.0, eh bien vous êtes mis au banc. C'est assez terrifiant. Et là, le pas d'amalgame, on ne l'entend pas chez ces personnes qui n'ont que ce mot à la bouche. Vous, c'est la figure de la Vierge Marie que vous avez découvert à l'âge de 6 ans, qui vous a révélé la foi. Absolument. C'est le mystère de la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose d'irrationnel. C'était le premier jour de la rentrée et j'étais au CP, c'est le premier jour du CP. Et dans la cité pauvre où j'habitais, en fait, on était peu nombreux à être accompagnés par nos parents. On était assez autonomes pour aller à l'école et rentrer. Et le soir, en rentrant de l'école, j'ai pas fait attention au chemin que j'ai emprunté. Je cueillais des fleurs. Et en fait, j'ai pris le chemin opposé de la maison de mes parents. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il y avait cette bâtisse en face de moi. C'était une église avec les portes grandes ouvertes. Évidemment, j'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait. Bien sûr. Donc j'entre tout naturellement. Je fais quelques pas. Et je lève les yeux au ciel. Enfin, j'ai encore l'émotion. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes encore ému par votre révélation. Voilà, j'en ai des frissons. Et je vois le visage de la Vierge Marie. C'est la phrase que je dis toujours, mais c'est vrai, j'ai pas d'autre explication. Elle m'a transpercé le cœur. Bah oui, ça s'entend à vos mots que vous choisissez de tenir ici sur Sud Radio. Alors, vous vous rendez compte dans votre histoire que finalement, l'histoire aussi entre la France et l'Église catholique est très liée.
vous vous êtes rendu compte que pendant longtemps, les grands saints canonisés par l'Église étaient français, Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Il y a bien d'autres. Bien sûr, bien sûr. Mais néanmoins, votre conversion, elle se fera contre vos parents. Ah, je dirais pas ça comme ça, mais juste pour revenir sur comment vous le diriez justement, parce que c'est pas simple d'expliquer à ses parents qui n'ont pas la même religion qu'on a envie de faire un pas de côté. J'aurais aimé comment dire, aller dans votre sens, mais si vous voulez, mes parents m'ont renié avant même que je me convertisse. C'est-à-dire que vous n'avez même pas pu leur parler de votre projet de conversion. Je ne sais même pas s'ils sont courants. Tout d'abord, paix à son âme, mon père est mort du Covid avant la sortie de mon premier livre en janvier 2021. Donc je l'ai appris par SMS, par une tante, par ma tante, la sœur de ma mère qui vit en Turquie. En fait, ce qu'ils me reprochaient, ils m'ont renié en fait le jour où j'ai annoncé que j'avais rencontré mon mari, qui est de culture chrétienne. Ouais. Et en fait, donc, je leur annonce la bonne nouvelle et je leur dis par téléphone que je vais venir leur présenter mon futur mari, que je suis heureuse, voilà. Et mon père m'a demandé si c'était un Français. Donc j'ai souri. Évidemment, je dis bien sûr. Et puis ta fille, elle est française. En élevant tes enfants en France, ils sont français. Ils deviendront forcément français. Et il me dit non, est-ce que c'est un vrai Français? Évidemment, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Par vrai Français, c'est de culture chrétienne. Ouais. Donc je dis oui. Et parce que aussi j'aime la transparence et je n'avais pas envie de vivre caché en fait. Et il m'a, je ne vais pas répéter les mots qu'il a employés évidemment, mais voilà, il m'a insulté de tous les noms. Et vous racontez tout ça dans votre livre, Claire, le prénom de la honte, qui est le précédent livre. Absolument. Là, j'avais plus de famille. Ouais. Alors justement, je voudrais profiter de votre présence, Radhika Anani. Vous êtes philosophe, islamologue, vous êtes membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. C'est intéressant que vous commentiez la réaction de ses parents par rapport au désir qu'a eu Claire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette forme de non-acceptation de son choix personnel finalement? Parce que l'apostasie n'est pas encore reconnue par les musulmans. L'apostasie. Expliquez bien pour nos auditeurs l'apostasie. L'apostasie, telle qu'elle est définie par les musulmans, les juristes musulmans, si je peux dire, c'est le fait de quitter publiquement sa religion pour appartenir à une autre religion ou n'appartenir à aucune religion. Bien que plusieurs versets coraniques peuvent nous permettre de déduire que le Coran accepte la liberté de conscience, donc la liberté de quitter sa religion. Et il n'y a aucun verset coranique qui dit qu'il faut empêcher quelqu'un de quitter sa religion. Donc tous les versets qui parlent de l'apostasie ou de l'apostat montrent que Dieu n'aime pas l'apostat, c'est clair, mais c'est le seul qui a le droit de le punir quand le jour du jugement dernier. Donc sur cette terre, il reste libre à l'individu d'appartenir à l'islam ou de le quitter. Sauf que les religieux, les juristes, les politiques dans le monde musulman n'ont jamais choisi la liberté individuelle, qu'elle soit religieuse, politique, sociale, morale. Donc on a plutôt opté pour l'obéissance comme principe d'organisation sociale et politique. À ce moment-là, on a mis des règles qui disent quitter sa religion, c'est grave, et la personne peut même être exécutée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 12 pays musulmans, l'apostasie est passible de la peine de mort, même si elle n'est pas forcément appliquée, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afghanistan. Dans les pays du Maghreb, la peine de mort pour apostasie n'est pas inscrite dans la loi, mais d'autres règles, d'autres punitions sont prévues qui montrent aussi que l'apostasie n'est pas acceptée. Donc pour le moment... La Turquie n'est pas un pays arabe. Oui, les pays musulmans. Les pays musulmans, oui, tout à fait. Et j'aimerais ajouter une chose importante, c'est qu'au début du XXe siècle, puisque vous parlez de la Turquie, au début du XXe siècle, la Turquie et d'autres pays musulmans, tels que l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Liban, ces pays-là ont accepté la liberté de conscience ou de croyance dans leur constitution. Dans la constitution d'Atatürk de 1924, c'est la liberté de conscience qui est inscrite. En Algérie, la liberté de conscience a été inscrite en 1976, mais à tour de rôle, ces pays ont renoncé à cette liberté de conscience ou de croyance parce que dans les textes en arabe, on écrit plutôt de croyance.
Et l'Algérie est le dernier de ces pays qui ont renoncé à cette liberté et elle l'a supprimée de sa constitution en 2020. Pour vous dire que la liberté de conscience, l'accepter ou la renier, est également lié au conservatisme, le degré du conservatisme. Quand ces pays se sont ouverts sur la modernité, ils ont accepté la liberté de conscience, et quand le conservatisme est revenu, et il y a un retour donc du religieux, ils ont renoncé à cette liberté. C'est très important cet éclairage. C'est intéressant parce que vous savez, moi j'ai grandi dans une famille donc turque. Le jour où la parabole est arrivée dans la maison, en fait on vivait donc, dans notre cité HLM, on ne vivait plus à l'heure française mais à l'heure turque, c'est-à-dire que Belmondo, Delon qui étaient à table, qui nous accompagnaient à table au moment du dîner, ont disparu. Et il y a eu des conséquences effectivement en tant qu'enfant et en tant que femme, parce que c'était une circonstance aggravante dans ma famille d'être une femme. Lorsque vous avez un président turc, ça c'est bien des années plus tard, mais lorsque vous avez un président turc qui dit que l'assimilation est un crime contre l'humanité, il y a évidemment des conséquences terribles, parce que il dit quoi ? Il dit que s'assimiler à la culture turque, c'est très bien. Ça, il n'y a pas de souci, mais en revanche, s'assimiler à la culture occidentale, ça c'est interdit. Ça, c'est problématique. Une trahison. Bon, absolument. On va continuer cette conversation absolument passionnante et très originale, très intéressante. Deux paroles de femmes qui pensent chacune, la manière de vivre le collectif, l'assimilation, l'intégration. On continue ensemble. Vous nous direz pourquoi vous avez eu l'amour de la République avant de devenir l'envie de devenir chrétienne. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, le rendez-vous sur Sud Radio pour parler de faits de société, de faits de civilisation. Nous parlons de destin individuel, de destin collectif. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry et nous retrouvons notre invité du jour, Claire Cosse, auteur du livre Le jour où je me suis converti, paru chez Plomb, décidément, je bafouille. Hein. Et vous êtes avec nous aussi Razika Anani, philosophe, islamologue, écrivaine franco-algérienne, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, et c'est très intéressant les éclairages que vous pouvez apporter. Alors, on continue de vous entendre, Claire Cosse, nous parler de votre vie. C'est celle d'une jeune femme qui va aller très loin dans son chemin, finalement, pour s'intégrer, même mieux que ça, s'assimiler à la société française. Et vous nous racontiez que ça n'a pas été sans heurts, avec votre famille et de nombreuses difficultés. Est-ce que lorsqu'on est une jeune femme, c'est pas un peu fatigant de devoir être sans arrêt obligé de rendre des comptes comme vous l'avez fait ? Écoutez, c'est même l'histoire de l'émancipation d'une femme. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur. Un peu plus près de votre micro, s'il vous plaît. C'est tellement d'actualité, en plus, quand on entend ce qui se passe en Iran, par exemple, avec les femmes iraniennes qui veulent leur émancipation aussi, au-delà de la liberté de conscience. C'est aussi ça, le fond du sujet, en réalité, de mon livre, c'est vraiment mon émancipation. Moi qui pensais qu'une fois que j'avais réussi à imposer mon existence au sein de ma propre famille, je pensais en fait que tout était gagné. Ça y est, une fois que j'avais réussi à faire les études que je voulais devenir journaliste. Mon père, quand il m'avait accompagné pour passer mes concours, il avait dit à un des jurys, à un des membres du jury, mon fille nulle, elle bête. Ah oui. Ça c'est terrible. En plus, il voulait m'accompagner parce qu'il voulait être sûr que je passais bien un entretien pour une école de journalisme. Ah oui. Et pas... il me soupçonnait d'aller voir un garçon. Ah oui. J'étais au milieu de ça déjà. Et j'avais qu'une envie, c'était de m'émanciper, de devenir journaliste, qui pour moi était le symbole de la femme française libre, intelligente. C'était l'image de Claire Chazal. Moi j'ai grandi avec Claire Chazal, la grand-messe de 20h. Je pensais qu'une fois que j'avais réussi ça, que le reste allait être... Elle est passée. Elle est passée, absolument. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Et la nouvelle épreuve, ça a été votre jamais. mariage avec un homme qui n'était pas... Oui, mais même avant cela, c'est-à-dire que mon livre, en quoi il était intéressant, le premier, si je puis dire, c'est qu'il y a une partie de l'immigration, je ne fais pas de généralité, évidemment, une partie de l'immigration ne veuille pas s'intégrer. Ça, on le sait depuis longtemps. En revanche, moi, ce qui m'avait choqué, c'était mes amis d'origine française qui tenaient les mêmes discours que mes parents. Ils se disaient progressistes, mais ils me disaient « je ne t'appellerai jamais Claire ». Pour moi, tu seras toujours Chidem jusqu'à la fin de ta vie. Ce refus de me voir comme une Française à part entière, me faire un procès en assignation à résidence identitaire perpétuelle, ça, c'était violent. Ça m'a suivi longtemps. Un jour, j'ai même une ancienne amie qui m'a dit...
Claire, à moi, tu la fais pas, c'est quoi ton vrai prénom ? Ça, c'est violent. C'est en cela que ce livre, en fait, je parle en tout cas de cet aspect dont on ne parle jamais dans la société aujourd'hui, des Français, certains Français, je ne vais pas faire de généralité, certains Français qui se présentent comme progressistes, ouverts d'esprit, qui n'ont que le mot antiracisme et vivre ensemble à la bouche, et en fait, qui n'ont que des discours communautaristes, en fait. Alors, Razika Hanani, vous devez trouver le témoignage de Claire Koss très original, singulier, et qu'est-ce que cela vous inspire ? Si vous permettez, j'aimerais revenir sur l'idée de tout à l'heure pour dire qu'il y a des versets qui... Alors attendez, tout à l'heure pour les auditeurs, c'est lorsqu'on parlait de l'apostat, c'est-à-dire le fait de pouvoir renoncer à sa religion, et vous nous expliquez que c'était évidemment Je condamné. disais que dans le Coran, il y a des versets qui nous permettent de dire, d'ailleurs je les ai comptés 28, qui permettent de dire qu'il y a que le Coran reconnaît la liberté de conscience. Mais il faut quand même que je souligne que les juristes ont pris d'autres versets. Car dans le Coran, on peut aussi trouver d'autres versets qui permettent de dire aussi qu'il n'y a pas de liberté de conscience ou de liberté tout court, comme le verset qui dit que les musulmans doivent obéir à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Je ferme la parenthèse, je reviens à votre question. C'est un destin singulier, hein, c'est très minoritaire. D'ailleurs, on voit rarement des destins comme celui-ci, comme celui de Claire. Je pense qu'il y en a quand même, et beaucoup le font dans les pays musulmans. Et c'est encore plus, ça demande peut-être plus de courage encore de le faire quand on habite en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et je pense qu'il y a des jeunes qui quittent aussi la religion musulmane et qui deviennent athées, parce qu'il y a certains qui font des statistiques, je ne sais pas quel est le degré de leur validité, mais quand même, et je sais qu'il y a des jeunes qui ne veulent appartenir à aucune religion dans les pays musulmans. Et tout à l'heure, vous disiez que les églises sont vides. Moi, comme vous, j'ai visité beaucoup d'églises ici en France notamment, et ailleurs, de toute manière, là où je vais, j'aime visiter les églises. Mais en France, personnellement, quand je rentre dans une église, je trouve qu'il y a très peu de personnes, c'est sûr, par rapport aux mosquées qui sont pleines dans les pays musulmans. Mais je me dis, ceux qui sont là, ce sont de vrais croyants. Ils le font parce qu'ils ont la foi. Ils le font pour personne d'autre. Pas pour la pression sociale. Pas pour la pression sociale ni politique. Pas pour être vu à la mosquée ou vu à la synagogue. Alors que dans d'autres pays, les gens, ils y vont pour la société, parce que s'ils le font pas, ils vont être peut-être jugés et d'autres je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir peut-être comme problème. Donc, et pour moi, c'est ça la foi, c'est de croire d'une manière sincère, uniquement pour Dieu et pour soi, et pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour les apparences. Donc moi, je me dis, en France, peut-être les églises ne sont pas pleines, mais ceux qui sont là, ce sont des vrais croyants. Voilà. Alors, si j'ose dire, et vous me pardonnerez, Claire, j'espère, Claire a un chemin où elle aggrave son cas. Elle épouse un Français catholique, également chrétien d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est catholique, peu importe. C'est pas le propos. Vous décidez de vous convertir. Mais il est de culture catholique. Il est de culture catholique. Donc tout ça pour dire que est-ce que le mariage mixte c'est déjà bien vu? Éclairez-nous sur ce que dit le Coran. Un homme peut épouser une non-musulmane, mais c'est la femme qui n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Et je ne sais pas ce que dit la loi turque sur le sujet, mais en tout cas, dans les pays musulmans, comme l'Algérie, la Tunisie, je crois qu'ils l'ont accepté. Le Maroc et d'autres pays, de toute manière, la femme n'a pas le droit, n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez bien exprimé. Et l'excuse que les juristes donnent, c'est le fait que la femme, elle est toujours guidée par son mari. Et que les enfants suivent toujours la religion du père. Donc cette domination de l'homme sur la femme qui fait que la femme, si elle épouse un non-musulman, elle deviendra non-musulmane. Donc oui, votre cas, déjà quitter sa religion est un problème. Une femme qui épouse un non-musulman, c'est encore un problème. Oui. Donc au quotidien, vous devez faire preuve de beaucoup de courage, Claire. Merci, mais alors moi je vis en France et...
Oui, vous n'avez pas envie de vous poser même ces questions, si j'ose dire. Non, mais voilà, si je m'étais sentie turque, j'irais vivre en Turquie. C'est ce qui est normal, en fait. Et moi, je rejette pas mes origines. La Turquie, je l'aime, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, j'ai un pays, c'est la France. Et moi, tout ce que je fais, c'est m'enraciner dans cette France que j'aime. Même si mes ancêtres n'ont pas labouré ces terres, eh bien, moi, je me sens appartenir. J'ai envie de m'agréger à ce pays et je revendique l'assimilation. D'ailleurs, c'est une notion de gauche, l'assimilation. Nos ancêtres les Gaulois, ça c'est une formule de gauche, ça voulait dire peu importe d'où vous venez, peu importe votre croyance, à partir du moment où vous avez... Regardez, on vous offre nos ancêtres les Gaulois comme ancêtres en commun, comme histoire commune. Moi je trouve ça formidable de pouvoir se dire, eh bien on a un pays qui accueille et qui accepte l'autre et qui accepte que l'autre s'approprie son patrimoine historique et culturel. Et je voulais faire une distinction, que ce soit bien clair, entre l'identité et l'origine. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est. On ne peut pas influer dessus. Et je trouve que ce serait même insensé. Biologiquement, c'est pas possible. Vous voyez, les traits de mon visage, on voit très bien que là, je suis un petit peu basanée, je suis bronzée. Et l'identité, c'est quelque chose qui s'additionne au fil du temps. Je suis une femme, je suis devenue journaliste, je suis devenue épouse, je suis devenue maman, je suis devenue catholique, je suis devenue française. C'est quelque chose qui s'additionne. C'est une addition, oui. Absolument, c'est très intéressant. Razika Adnani, vous ne trouvez pas, vous avez écrit d'ailleurs que, à de nombreuses reprises, qu'il faudrait peut-être envisager une réforme de l'islam pour davantage de... vous dites qu'il y a un certain nombre de versets coraniques qui sont frappés un peu d'obsolescence par rapport au destin de Claire, mais d'une manière générale peut-être au monde moderne tel qu'on le vit ici. Oui, cela fait déjà maintenant plusieurs années que je pense et je le dis que la solution pour sortir de tous ces problèmes qui se posent dans les sociétés musulmanes, c'est de réformer l'islam. Et je pense que c'est une nécessité et même un acte de responsabilité. Il faut le faire et on peut le faire parce que vous avez souligné qu'il y a des versets qui sont frappés d'obsolescence. Les musulmans eux-mêmes les ont considérés comme abrogés, comme les versets qui nous permettent de déduire que le Coran reconnaît la liberté de conscience. Ces versets-là n'ont pas été pris en compte par les religieux, par les juristes. Donc eux-mêmes, dès les dès les premiers siècles de l'islam, ont considéré que ces versets-là ne devaient pas être pris en compte. Donc, si à ce moment-là, ils ont eu le droit de choisir certains versets et de négliger d'autres versets, pourquoi aujourd'hui les musulmans ne feraient pas la même chose, négliger les recommandations de certains versets qui posent problème aujourd'hui? Comme par exemple le verset 105 de la Sourate 5 qui reconnaît clairement la liberté individuelle. Mais dans les juristes musulmans, on dit clairement que ce verset n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que pour la société, au fait... Alors, excusez-moi, on va poursuivre dans un instant cette conversation. On va se demander aussi pourquoi, sondage après sondage, on voit autant de musulmans qui ne veulent pas considérer les lois de la République au-dessus de la charia, et comment on pourrait faire pour améliorer la situation. Intégration, immigration, assimilation, on continue d'en parler tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry et nos invités du jour sont Claire Cosse, auteure du livre Le jour où je me suis converti, quelque chose de très autobiographique paru chez Plomb, et Razika Adnani, philosophe, islamologue et écrivaine. Alors Razika, vous me disiez hors antenne que vous vouliez revenir sur un point qui vous a frappé dans l'histoire de Claire, c'est quand on lui dit « Toi, tu t'appelles Claire avec la tête que tu as, allons, pas à moi ». Au fait, je voulais revenir sur ce point parce que cela me rappelle un peu le terme arabe avec lequel on s'adresse quand on parle des Maghrébins qui vivent au Maghreb ou des Français d'origine maghrébine. On sait très bien qu'au Maghreb, la population maghrébine est berbère, elle n'est pas arabe. Et donc, je ne vais pas détailler le sujet, mais pour moi, le fait qu'une partie de ces populations se disent arabes, c'est qu'il y a un problème identitaire énorme. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup sur ce problème identitaire au Maghreb et ses répercussions au Maghreb et en dehors des frontières maghrébines.
Mais ce qui m'intéresse, ou ce que je veux plus souligner aujourd'hui, c'est qu'en France, on continue, quel que soit le travail que certains Maghrébins font pour qu'on reconnaisse leur identité, on continue de leur dire les Arabes, et on continue de leur dire les Arabes, y compris en France, alors qu'ils sont français de 2e ou de 3e génération. Quand on va, par exemple, dans les dictionnaires, dans certaines personnes qui essayent d'expliquer, mais pourquoi on les appelle les Arabes alors qu'ils ne sont pas Arabes? Eh bien, ils nous diront parce que ces populations-là, on les appelle les Arabes parce qu'ils parlent en général l'arabe. Mais dire aux Français qui vivent dans les quartiers, qui sont de 2e et 3e génération, les Arabes sous prétexte qu'ils parlent arabe, donc on leur nie le droit de parler le français, alors qu'ils parlent le français. C'est vrai que c'est une histoire, je vais dire, c'est le négatif de votre histoire. Exactement, c'est comme si on leur niait le droit de parler le français comme les autres. C'est l'assignation à résidence identitaire. Si le terme arabe vient du fait et qu'ils parlent l'arabe comme on l'explique. Sinon, j'aimerais souligner un autre point important. Je ne sais pas si vous savez que Napoléon III avait un projet de construire un empire dans lequel il y aurait des Français et des Arabes. Le royaume d'Algérie, oui. Et quand il est arrivé à Alger le 17 septembre 1860, il a dit que son rôle en tant que représentant de la France, et le rôle de la France, c'était de rendre heureux les 3 millions d'Arabes et parler des Algériens. Donc la question que je me pose, est-ce que cette vision de la société française, qui est constituée de 2 populations, une française et l'autre arabe, persiste après tant d'années? Oui, c'est aussi lié un peu. Oui, mais c'est aussi intéressant, mais il ne faut pas juger l'histoire avec nos lunettes d'aujourd'hui. Il y a peut-être un travail à faire, absolument, mais surtout toute l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps collé au rétroviseur, à regarder derrière, à juger le passé tout le temps, au lieu de regarder devant. C'est comme quand on est dans une voiture, si on regarde le rétro, on se prend le mur devant. Vous pensez, Claire, qu'on ne peut pas regarder devant si on est sans arrêt ramené à ses origines? Bien sûr. Ça, c'est la première des conditions, c'est de pouvoir se projeter dans la communauté nationale, c'est juste d'être capable de comprendre d'où on vient, mais pour autant ne pas sans arrêt mettre en bannière d'où on vient, qui on est. Voilà, moi je porte pas mes origines en bandoulière, je n'y pense pas toutes les secondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'où je viens, c'est où je vais. Comment on fait pour faire un pays, pour faire une nation? Aujourd'hui, apparemment, c'est un gros mot de dire faire nation. Comment on fait pour faire nation quand on vient des 4 coins du monde et certains n'ont pas d'origine étrangère, comme si c'était mal d'être un Français pur souche? Non, c'est pas mal. Je veux dire, comment on fait tous ensemble pour s'unir et trouver notre point commun, la République française? On est français, justement pour retrouver cet amour de la France. Moi, je crois que ce qui manque terriblement aujourd'hui, c'est le sentiment d'appartenance à la France. De dire qu'on aime la France aujourd'hui, c'est mal vu. Quand moi je parle du catholicisme, c'est mal vu. Vous savez, j'ai écrit un premier livre où je raconte mon assimilation que j'assume. C'est mon histoire personnelle, je ne fais pas de généralité, je parle de personne d'autre, je parle de moi. Et bien pour ça, des jeunes issus de l'immigration turque et maghrébine, et même africaine de manière générale, m'ont menacé de mort, m'ont insulté, j'étais harcelée sur les réseaux sociaux. Ils m'ont fait des procès... je sais pas comment on peut dire, en trahison, oui, on m'a traité de harki, je savais même pas que c'était une insulte, harki, je savais même pas que c'était une insulte, et de la francophobie terrible, c'est ça qui est fou aujourd'hui dans notre société. Ce qui vous reproche très certainement, c'est d'avoir... Et on m'a dit aussi, excusez-moi, Salle Halévy, c'est parce que c'est une Salle Halévy qu'elle aime la France et qu'elle s'est convertie. Faut rappeler d'ailleurs, parce qu'on l'a pas évoqué, c'est une minorité religieuse, vous le disiez, en Turquie, c'est la deuxième croyance, qui est vue comme hérétique, très mal vue. Beaucoup d'Alévis sont vus comme des seconds, voire des citoyens de seconde zone, quoi. Mais bien sûr, je crois que ce qu'on vous reproche, ce que ces gens vous reprochent avec beaucoup de haine finalement, c'est d'avoir sacrifié vos origines pour l'intégration, pour l'assimilation. Razika, vous avez un parcours différent. Vous êtes une intellectuelle brillante, je rappelais, vous êtes islamologue, vous êtes philosophe, vous êtes écrivaine, vous avez écrit de nombreux livres que je vous engage à découvrir. Vous pensez que dans l'esprit de nombre de personnes, il ne faut pas autant sacrifier ses origines pour arriver à s'assimiler? J'ai pas sacrifié mes origines. Hein. Non, mais quand même, quelque part, vous faites l'acte de vous assimiler, vous abandonnez. Mais parce que je vis en France. Voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être ce que les gens vous reprochent.
Mais ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas lu. D'abord, j'ai écrit 2 fois 200 pages où j'explique mon cheminement. Je pense qu'un peu de tolérance, ce serait pas mal. Et c'est un livre sur la tolérance et sur la liberté de conscience. J'explique, moi, comment ça se passe. Pour justement, c'est un pont que je jette. Absolument, et c'est un pont que je voulais que nos auditeurs découvrent. Elle est arrivée en France, elle avait 1 an. Je crois que c'est normal. Vous avez vécu toute votre vie en France. Bien donc, se sentir française dans ce cas est tout à fait naturel, tout à fait normal. Même si, pour moi, l'identité, la naissance, nos parents font partie aussi de notre identité. Après, ce que nous faisons, notre vie familiale, tout ça... Tout ça constitue notre identité. Il y a des éléments qui sont plus constants que d'autres dans notre identité, mais le tout est important à souligner. Et je pense que dans le monde musulman, je veux dire, quand les islamistes et les conservateurs ont voulu mettre fin au processus de modernisation qui a commencé à se mettre en place dans le monde musulman, qui a commencé d'ailleurs en Turquie, avec donc Atatürk qui a été jusqu'au point d'abolir le califat. Cette modernisation a fait réagir les islamistes et les conservateurs. Mais pour lutter contre cette modernisation, ils ont diabolisé l'Occident. Ils ont décrit l'Occident comme un monde de dépravation, un monde où le sacré est mort, un monde où il n'y a plus de morale. Donc, malheureusement, beaucoup de jeunes portent ça au fond d'eux. Ils sont marqués par cette histoire de diabolisation de l'Occident et qui fait qu'aujourd'hui, s'assimiler à l'Occident ou s'intégrer dans la culture occidentale, c'est comme quelque part, nous aussi, on a perdu, vous avez perdu tous vos repères de morale, de sacré, etc. C'est très intéressant ce que vous soulevez parce que lorsque je disais à mes parents, mais si vous ne vouliez pas que nous devenions français, en tout cas moi, que je devienne française et que je veuille trouver ma place au sein de la société française, eh bien, il fallait repartir, en fait. Parce que c'est compliqué pour un enfant de dire... Tu n'as pas le droit de devenir française en élevant son enfant en France. Donc, élever ses enfants comme des étrangers en France. C'est terrible pour des enfants, ça. C'est terrible, ouais. C'est terrible. Je pense sur le plan psychologique, c'est terrible. C'est terrible, mais même pour tous les aspects. Moi, vous savez, mes références culturelles, à partir du moment où je dis la parabole est arrivée dans les années 80 dans notre maison, eh bien moi, le cinéma, la culture, le sport, tout ça, moi, je connais tout. Mais côté turc, en revanche, quand j'allais ensuite à l'école avec mes copines qui me parlaient du film qu'elles avaient vu la veille, avec des références, elles rappelaient des phrases de dialogue, des dialogues de cinéma, et que moi, je comprenais pas. Elles se disaient, elle est bizarre. Elle est pas comme nous, elle est bizarre. C'était pas de la xénophobie, c'était étrange pour eux que je n'ai pas les mêmes références culturelles. Évidemment, on en vient à se demander si une société communautarisée où les minorités font entre guillemets la loi, les minorités, pas une minorité, les minorités, ça peut être un modèle de société épanoui. C'est compliqué ça. Moi je pense qu'une société où il y a des minorités qui vivent en parallèle mais pas l'une avec l'autre, je pense que c'est une société qui est fragilisée. Voilà, qui est en train de se disloquer. C'est sûr, elle se fragilise. J'ai écrit sur le séparatisme islamique. Qu'en est-il réellement de ce... Comment l'expliquer et pourquoi je dis qu'il existe? Eh bien, je pense, j'ai expliqué comment on peut pas avoir dans un pays un État dans un État. Parce que s'il y a une communauté qui veut s'organiser selon ses règles, selon sa culture, selon sa langue, eh bien, c'est tout simplement avoir un État dans un État. Et un État qui a un État à l'intérieur de lui-même est un État fragilisé. Oui, c'est terrible parce que, encore une fois, ça pose la question de ce que c'est que la France. Absolument, merci beaucoup. Je pense que votre témoignage, Claire, fera beaucoup réfléchir. Chacun peut se positionner en conscience. Je vous remercie, Razika Hanani, aussi de nous avoir apporté votre hauteur de vue. C'était une conversation à la fois originale et je crois passionnante. Voilà. Je rappelle vos actualités éditoriales. Vous êtes auteur de La géopolitique au défi de l'islamisme chez Ellipse, Razika Hanani, et puis Claire Cos, vous venez
venez de lire. Je viens de le dire, pardon, vous êtes l'auteur du livre « Le jour où je me suis converti », paru chez Plon. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et notamment la chaîne YouTube de Sud Radio. Tout de suite, on parle auto, évidemment. Absolument. Jean-Luc Moreau, oui, et Laurence Perrault, 0826 300 300 si vous prenez la route et vous avez un conseil à demander, on vous répond jusqu'à 13h. Merci Jean-Marie, à bientôt.